Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Novabuild en partenariat avec AIA Environnement. Je me présente, je suis Juliette Clavis et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour animer ce webinaire dédié aux outils pour décarboner vos projets. Novabuild, qui sommes-nous? Novabuild, nous sommes l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. Et que faisons-nous? Nous accompagnons nos 450 adhérents et plus largement tous les professionnels du secteur sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. On a appelé nos objectifs A2BC pour atténuation et adaptation face au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. On le sait aujourd'hui, pour contribuer à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2050, notre secteur du bâtiment, de l'immobilier et de l'aménagement doit diminuer très fortement son impact et c'est ce que Lola Duménil nous expliquera dans une première partie. Pour accompagner notre secteur sur cette question de l'atténuation et donc de décarboner ces projets, Novabuild vous accompagne à décrypter les différentes réglementations, mais aussi à partager et à échanger les bonnes pratiques ou encore à vous mettre à disposition des outils pour vous aider à décarboner vos projets. Et c'est bien tout le sujet de ce webinaire qui nous réunit ce matin. Donc, ce webinaire, il va se dérouler en 2 temps. Donc, tout d'abord, une intervention de Lola Duménil, chef de projet bas carbone et résilience chez Novabuild, qui nous rappellera effectivement les enjeux, les objectifs de décarbonation de notre secteur. Et elle vous présentera aussi l'outil Parcours ABC que nous avons développé en interne. Puis, dans un second temps, après un temps de questions-réponses, et d'ailleurs, je vous invite à utiliser le chat pour nous laisser toutes vos questions. Je m'en ferai le relais auprès de nos intervenants. Donc, dans une seconde partie, nous aurons une présentation d'AIA Environnement avec Simon Davis, Maxime Avard et Arnaud Guizat de leur outil Décarbone Plus. Et avant de laisser la parole à nos intervenantes et intervenants, je voulais simplement vous rappeler 2 dates assez importantes pour Novabuild, 2 événements qu'on organise. Tout d'abord, assez proche de nous, le 22 mars. Vraiment, l'événement à ne pas rater, c'est le OFF Oser faire frugal qui sera à Nantes, où on va vous présenter 4 projets de rénovation qui font la part belle aux matériaux biosourcés et au réemploi. 2 autres façons aussi de décarboner les projets. Et puis, bien sûr, le 5 avril, notre assemblée générale, où pour les plus anciens, c'est toujours un grand moment. Et cette année, on a décidé non pas de vous emmener dans 10 ans, mais direction 2050 et de construire, de co-construire avec nous et avec vos imaginaires ce monde en 2050 qu'il sera bien évidemment décarboné. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à Lola qui va pouvoir nous présenter les grands objectifs et parcours ABC. Lola, on se donne une petite vingtaine de minutes. C'est parfait. Bonjour à toutes et tous et merci d'être là aujourd'hui. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous remontrer quelques ordres de grandeur. Donc voilà, la présentation arrive tout de suite. C'est de recommencer par quelques ordres de grandeur, dont certains que vous connaissez déjà. Donc la question de l'ordre de grandeur de l'empreinte carbone à l'échelle individuelle, on l'entend beaucoup, c'est cette idée qu'un individu français moyen représente aujourd'hui 10 tonnes d'équivalent CO2 d'émissions chaque année, avec l'objectif à atteindre en 2050 pour atteindre la neutralité carbone, cet objectif de 2 tonnes, avec un jalon intermédiaire qui est fixé autour de 4 tonnes et demie à horizon 2030. Donc ça, c'est un peu la trajectoire à l'échelle individuelle. Et nous, c'est la trajectoire qui nous semble assez parlante. Et on trouvait ça intéressant de la traduire aussi pour le secteur de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier. En fait, si on regarde l'ensemble de ce secteur-là, on voit qu'il pèse aujourd'hui donc sur nos 10 tonnes individuelles à peu près un quart du poids carbone. Et ça fait un peu peur. On se dit que c'est un quart du problème.
La bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est aussi un quart des solutions. Bon, ça pose quand même plusieurs questions. La première question, quand on commence à regarder un peu dans le détail des chiffres, c'est voilà, ce quart de poids carbone, comment il se répartit? Comment se répartissent les émissions de CO2 du secteur construction, aménagement, immobilier? Et puis la deuxième question, c'est voilà, pour atteindre cet objectif, une fois qu'on aura atteint les 2 tonnes, comment elles se répartiront ces émissions entre les différents secteurs? Peut-être que ce ne sera pas tout à fait la même répartition, parce qu'il y a quand même une répartition assez drastique qui devra être faite. Réduire de peu près 80% les émissions, c'est quand même pas rien. Et donc la dernière question qui est centrale, c'est comment baisser ces émissions. Et ça, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un peu effectivement cette trajectoire de décarbonation dans le temps, en partant du point des années 2020 avec l'objectif 2050. Donc, ça revient à baisser de l'équivalent de 3 tonnes, un peu plus de 3 tonnes de CO2 par personne et par an. Et maintenant, comment ça se répartit? Comment ça se répartit entre les différents secteurs de la construction et de l'aménagement? Est-ce que c'est plutôt bâtiment? Est-ce que c'est plutôt infrastructure? Est-ce que c'est plutôt autour du logement ou autour du tertiaire qu'il va falloir agir? Effectivement aussi, est-ce que c'est plutôt le neuf ou la rénovation? Ou encore les impacts des consommations énergétiques ou des matériaux? Bref, nous, on trouvait que c'était important d'essayer d'y voir un peu plus clair parmi ces différents sujets. Et pour ça, il y a une première façon de répartir les potentiels de décarbonation, c'est de les répartir par secteur d'activité. Donc ici, ils sont répartis entre logement, tertiaire, industriel, agricole, aménagement, et puis en distinguant le neuf et la rénovation. Une première vision qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que le levier principal de la réduction carbone du secteur, c'est la rénovation des logements et du parc tertiaire. Donc ici, rien de nouveau, ça fait que confirmer des choses qu'on sait déjà. Ce qu'on constate quand même, c'est que la construction neuve représente tout de même, au total, en mélangeant construction neuve de logements, de tertiaires, de bâtiments industriels et agricoles, ça représente autour d'un quart de l'effort. Donc c'est pas non plus négligeable. Maintenant, une autre façon de répartir cette même décarbonation, c'est en fonction du type d'action à mener en tant qu'acteur de la construction. En agissant sur les performances énergétiques, sur les matériaux bas carbone, sur les gaz fluorés, sur le réemploi. Ce qu'on observe par rapport à ça, c'est qu'à peu près la moitié de l'action bas carbone va reposer sur la réduction des consommations d'énergie du bâtiment pendant son utilisation. Donc c'est aussi assez cohérent avec les discours qu'on entend très fréquemment. Mais une autre moitié de l'action repose cette fois-ci sur le choix des matériaux et équipements qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment. Que ce soit de choisir des matériaux et systèmes constructifs bas carbone, mais c'est aussi favoriser l'économie circulaire, ou encore faire attention aux gaz fluorés et solvants. Donc on en reparlera un peu plus tard si vous ne connaissez pas déjà ce terme. Dans le neuf, ça se traduit par appliquer la RE 2020. Donc je vous propose de faire un petit focus sur la RE 2020 pour rapidement parler tous des mêmes sujets. Donc la RE 2020, c'est la réglementation depuis 2022 qui a remplacé la RT 2012, réglementation thermique, qui est devenue une RE, réglementation environnementale, donc qui s'est élargie en traitant non seulement des sujets énergétiques, mais également du sujet carbone dans son ensemble. Elle a 4 objectifs principaux. À la fois poursuivre la réduction des baisses de déconsommation énergétique, donc le volet énergie. Elle a un volet carbone en diminuant l'impact sur le climat des bâtiments neufs, en prenant en compte les émissions sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et puis elle a aussi un volet confort d'été pour permettre d'améliorer le confort de vie des occupants dans les bâtiments. Et puis un volet amélioration de la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, on va traiter essentiellement le côté carbone. Mais voilà, c'est important d'avoir en tête que c'est pas le seul sujet qui est traité par la RE 2020. Donc cette RE 2020, rapidement, elle repose sur le fonctionnement son fonctionnement repose sur des indicateurs qui traitent chacune de ces 4 thématiques. Le sujet qui est important à retenir et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a 2 types de carbone qui sont pris en compte par la RE 2020. Il y a un carbone énergie et un carbone construction, le IC énergie et le IC construction.
Et de manière générale, tout ce qui est carbone-énergie, c'est le carbone qui est lié aux consommations d'énergie du bâtiment lorsque on l'utilise pendant son exploitation. Ça va dépendre à la fois de la performance de l'enveloppe, qui est traduite par le BBio, les besoins bioclimatiques, par l'efficacité des systèmes qui sont mis en place dans le bâtiment, donc qui est traduit par les CEP, coefficients en énergie primaire, et puis également le choix de recourir à des énergies peu carbonées ou renouvelables, ce qui est traduit aussi par le IC énergie, l'indicateur carbone associé aux consommations d'énergie. Et donc ça, c'est le volet énergie. Et le deuxième volet, c'est le volet matériaux de construction. Et cette fois-ci, c'est tout ce qui va, le carbone qui va être associé aux matériaux et équipements qui sont mis en œuvre sur le projet et leur production, leur transport sur le chantier et leur renouvellement au cours du cycle de vie de l'usage du bâtiment. À noter quand même qu'on sépare deux types de carbone dans le bâtiment. Il y a tout ce qui va être émis. Donc c'est le carbone effectivement émis qui est comptabilisé par le IC construction. Et on le sépare du carbone qui est stocké parce que on peut éventuellement stocker du carbone dans les matériaux, notamment à travers les matériaux biosourcés, qui va être cette fois-ci comptabilisé dans un indicateur sans exigence, le StockC, qui sert à comptabiliser le stockage de carbone biogénique. Donc c'est intéressant de reposer quand même un peu le fonctionnement de base de la RE 2020. Aujourd'hui, sur ce sujet, mais également sur d'autres, il y a un outil que nous, on vous propose, qui est l'outil Parcours ABC, qui a été développé par Novabuild et les dirigeants responsables de l'Ouest, et qui vient au service de la décarbonation des projets, à destination à la fois des dirigeants, gestionnaires d'établissements qui voudraient se plonger dans ces sujets, mais également des concepteurs et des personnes qui accompagnent les concepteurs ou les maîtres d'ouvrage dans leurs projets pour poser les ordres de grandeur. Donc ça se traduit par un site Parcours ABC qui est accessible gratuitement à tous. Il suffit de se créer un compte pour y accéder sur le site parcoursabc.fr. Donc ce site, il rassemble les ordres de grandeur des potentiels de décarbonation, de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement. Et donc les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure en étaient issus, et les chiffres que je vais continuer à vous présenter en sont également issus, mais il y en a également d'autres que vous pourrez retrouver si vous souhaitez le parcourir. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment fonctionne ce site. En fait, il est constitué d'étapes, donc il y en a au total 103 qui détaillent différentes actions. Chacune de ces étapes a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la construction aux enjeux carbone de la construction et d'évaluer le potentiel de décarbonation des actions qu'on peut avoir en tant qu'acteur de la construction. Donc on peut consulter dans le détail chacune des étapes pour permettre d'approfondir le sujet. Et chaque étape est constituée à peu près de la même façon, toujours organisée selon le même modèle. D'abord, donc on peut les consulter, c'est un format de type page A4. D'abord, il y a l'ordre de grandeur, donc le chiffre qu'on voit en haut à gauche, ici 150 kg d'équivalent CO2 par personne et par an, c'est le potentiel de décarbonation associé à cette action. Donc ici, c'est quand même assez important. Voilà, quand on pense 150 kg par rapport aux 3 tonnes d'objectifs de réduction, c'est quand même une part non négligeable. Ensuite, donc la première partie de la fiche, ça va être des repères chiffrés sous forme graphique qui permettent de poser les enjeux et de sourcer son action. Puis, dans la deuxième partie de la fiche, il y a des conseils méthodologiques pour passer à l'action, des références et ressources pour pouvoir aller pousser plus loin le sujet quand on souhaite, et puis des références et retours d'expérience qui permettent d'aller s'inspirer et se référer à d'autres projets qui ont été réalisés. Le fonctionnement du site, c'est d'aller sélectionner des étapes qui correspondent au projet pour obtenir un rapport personnalisé qui estime le potentiel de décarbonation d'un projet en particulier en fonction de sa nature. Et donc, pour illustrer ça, ce que je vous propose, ce sera beaucoup plus clair, c'est de vous montrer directement un exemple concret. Donc, prenons l'exemple d'Ambre Léméry, dirigeante d'une entreprise de logistique.
Son entreprise a réalisé un bilan carbone qui met en avant l'importance de rénover ses locaux administratifs pour mettre en place une stratégie bas carbone. Voilà, elle voudrait savoir par où commencer pour orienter au mieux ses efforts. Donc la première étape, c'est l'étape A, évaluer ses priorités. Ça correspond à venir sélectionner des filtres pour caractériser le projet. Donc ici, on choisit le secteur tertiaire ainsi que les actions qui sont communes à tout type d'activité. Et puis après, quelques mots-clés pour détailler. Donc ici, on cherche des actions qui puissent être mises en place par un maître d'ouvrage privé. Et puis pour un bâtiment qui a un usage bureau et industriel, et dans le cas d'une rénovation. Donc attention, en sélectionnant sur ce panneau, il est important de sélectionner au moins un secteur et au moins un mot-clé pour que la recherche puisse aboutir. À partir de cette sélection, on obtient des étapes qui correspondent au projet. Donc voilà, il y en a 103 au total. Ici, avec la requête qu'on a faite, on obtient 17 étapes correspondantes. Donc ces étapes, elles ont un titre qui permet de savoir d'avoir une liste d'actions, et pour certaines étapes, il y a également un chiffre, un potentiel de décarbonation qui y est associé, qui du coup correspond toujours à cet objectif de réduction ramené à l'échelle individuelle, donc ramené aux 10 tonnes de départ dans les années 2020. Donc sur ce panneau, on peut encore une fois sélectionner cette fois-ci les étapes que l'on souhaite mettre en œuvre. Et à partir de ça, on obtient de façon interactive un bilan qui peut être ajusté autant de fois qu'on le veut, qui vient comparer, en fait, calculer le potentiel de réduction des étapes qu'on a sélectionnées, le comparer à l'objectif 2030, donc de réduction de 4,5 tonnes à l'échelle individuelle, et puis le comparer à l'objectif à horizon 2050, donc d'arriver à 2 tonnes. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est un résultat si tous les acteurs si tous les décideurs d'un secteur d'activité faisaient les mêmes choix et quels impacts cela aurait. On voit qu'ici, dans notre exemple, on a un potentiel de réduction grâce aux étapes sélectionnées de 335 kilos par personne et par an. C'est cohérent avec l'objectif de 2030 qui a été de 304 kilos, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif à horizon 2050 de 608 kilos. Donc ça montre bien qu'on est sur une trajectoire à étapes en plusieurs étapes pour atteindre l'objectif 2050. C'est pas forcément en une seule intervention sur le bâtiment qu'on sera déjà en accord avec les objectifs, mais on est bien sur une trajectoire cohérente pour une première phase à horizon 2030. Maintenant que je vous ai montré le fonctionnement global du site, ce qui est assez intéressant, c'est d'aller regarder quelques enseignements que peut nous apporter ce site. Donc pour la construction neuve, si on rassemble, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le total des potentiels de décarbonation de la construction neuve en logement, en tertiaire et pour les bâtiments industriels et agricoles, on voit qu'en fait, on regroupe à peu près un quart de l'effort de décarbonation du secteur du BTP. Et il y a quelques leviers principaux qui peuvent permettre d'atteindre cet objectif, et je vous propose d'aller en regarder quelques-uns. L'un de ces leviers, le premier peut-être même auquel il est important de penser, c'est le fait d'éviter de construire. C'est clairement un levier qui est assez majeur. Voilà, il y a une fiche sur Parcours ABC qui montre les différents impacts d'un projet, entre un projet avant rénovation qui va avoir beaucoup d'émissions énergétiques dues à peut-être la faible performance énergétique du bâtiment, et puis le comparer à deux possibilités, soit un bâtiment neuf, soit un bâtiment rénové. Et donc on voit que le gain, notamment en termes de matière, est bien plus important pour un bâtiment rénové que pour un bâtiment neuf. Un autre sujet pour la construction neuve, c'est aussi de regarder la performance en termes d'énergie primaire.
parce que voilà, ce qui est important, donc il y a une petite erreur sur la fiche bleue sur le côté, donc ne vous y fiez pas, ça ne correspond pas. Ici, on parle bien de consommation énergie primaire et du potentiel qui est associé. Ce qui est intéressant à retenir par rapport à ça, donc ce que montre Parcours ABC, c'est qu'il est important d'avoir des systèmes efficaces forcément pour réduire les consommations énergétiques, mais en particulier sur les postes les plus énergivores. Donc là, pour l'exemple de logements collectifs neufs, c'est bien sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire qu'il est important de concentrer ces efforts. Un autre petit enseignement que je vous montre rapidement, c'est pour choisir des énergies décarbonées. Donc encore une fois, c'est un moyen donc, de baisser l'impact global carbone du bâtiment. C'est du coup détailler le fonctionnement de l'indicateur IC énergie, qui dépend à la fois du coefficient en énergie primaire, mais également du mode du système d'alimentation énergétique et de sa carbonation, du fait qu'il soit plus ou moins carboné, voire renouvelable. Donc encore une fois, on voit que le recours à des énergies renouvelables ne sera pas forcément le seul facteur à prendre en compte. Il y a bien à la fois la performance du bâtiment en tant que tel et le système énergétique qui devront être combinés. Je passe plus sur la partie matériaux, puisque ce sera plus le sujet qui sera détaillé dans la deuxième partie du webinaire et qui est intéressante, c'est le choix des systèmes, des matériaux et équipements mis en œuvre. Donc, pour la construction neuve, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, les différents lots constructifs, il y a quelques idées reçues qu'on a par rapport à ça. On imagine souvent que il y a quelques lots, quand on parle du poids carbone des matériaux, on a tendance à penser uniquement aux matériaux de structure. Or, ce qu'on voit, c'est que le gros œuvre, oui, ça a un impact, mais c'est entre un quart et un tiers du poids carbone des bâtiments. Ici, ce sont la partie violette du camembert. Donc là, c'est le cas des maisons individuelles, mais si on regardait pour d'autres typologies de bâtiments, ce serait à peu près équivalent. Un autre tiers de l'impact des matériaux, ça va être tout ce qui va être mis en seconde œuvre. Et puis encore jusqu'à entre un tiers et 40%, ça va être les systèmes et équipements. Tout ce qui va être système de chauffage, ventilation, système électrique. Donc là, on parle bien uniquement du fait de poser des systèmes dans le bâtiment, pas de leur utilisation dans le cycle de vie. Et cet impact fort, il est notamment dû à l'usage des fluides frigorigènes qui sont très présents dans ce type d'équipement et qui ont un impact croissant puisqu'on les utilise de plus en plus. Donc voilà, le dernier schéma que je voulais vous montrer, c'était l'impact des fluides frigorigènes qui va être essentiel de réduire pour atteindre les objectifs climat à horizon 2050, qui sont très utilisés beaucoup dans l'industrie tertiaire, mais aussi de plus en plus dans les logements. Donc, c'est un sujet à prendre en considération le plus possible pour réduire le lycée construction de la RE 2020. Voilà, maintenant je suis allée assez vite sur certains sujets. L'idée, c'était de vous donner envie d'aller regarder un peu plus en détail les chiffres et de vous donner envie d'aller sur le site. Mais si vous avez des questions, on a un petit peu de temps pour y répondre, donc je suis là pour ça, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup Lola. Et donc en fait effectivement, hein, on rappelle, je vous ai remis l'adresse du site dans le chat. Il est entre guillemets gratuit en libre accès. Il faut simplement se créer un compte. Si on comprend bien, en fait, sur ce site, donc non seulement on peut évaluer les gains carbone qu'on va avoir au regard de l'objectif de neutralité carbone en 2050 par rapport à différentes actions qu'on pourrait choisir. Finalement, si j'isole par l'extérieur ou si je change ma chaudière, qu'est-ce que je vais avoir comme gain, c'est ça ? Oui, l'idée, c'est d'aller orienter les différentes actions pour... il faudra faire toutes ces actions au total, mais par où on commence et qu'est-ce qu'on fait en premier et quels sont les gains principaux. L'idée, c'est d'aller pas forcément donner un plan d'action détaillé à un maître d'ouvrage pour lui dire précisément quoi faire, mais l'aider à orienter ses efforts et savoir
un peu déficeler certaines idées reçues qui peuvent donner l'impression que certains sujets sont bien plus importants que d'autres, alors qu'en fait, pas forcément. Et puis, donc d'autre part, ce que tu as montré aussi avec ce schéma, si certains nous ont suivis sur notre aventure du carbone incorporé dans le bâtiment, ils l'auront peut-être reconnu, où on peut voir effectivement le poids assez conséquent des équipements. On retrouve aussi tout un tas de données en fait qui peuvent être utilisées pour les uns et les autres, plutôt d'ordre un peu plus général, qui peuvent permettre d'intégrer ça dans des présentations si besoin. Il ne faut pas hésiter à les récupérer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement. Sur la partie questions, alors pour répondre à Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, sur toutes nos sources de données, en fait, tout est cité. Donc, il suffit d'aller sur Parcours ABC et en fonction, à chaque fois qu'on utilise une donnée, en fait, toutes les sources sont indiquées. Donc, tu pourras retrouver assez facilement ce qu'il en est par rapport à la provenance du gaz. Oui, je complète pour dire, en général, c'est des données nationales approuvées soit par des institutions, soit par le gouvernement. On s'appuie quand même sur des faits qui font globalement consensus. Emmanuel Lecause de chez Minco indique également, alors je pense que c'est plutôt un complément, que la fenêtre contribue effectivement à hauteur de 12% pour baisser l'impact carbone, mais aussi sur sa performance thermique et notamment sur le confort d'été. Petit rappel. C'est vrai que là, on a un petit focus un peu carbone dans Parcours ABC. Tout à fait, c'est ce que je disais au début quand je détaillais les impacts, enfin les enjeux de la RE 2020. Ici, la porte d'entrée du webinaire, c'était le volet carbone et en particulier le carbone construction et les matériaux mis en œuvre. Mais forcément, ce sujet-là est pas du tout le seul qui est important. Il y a d'autres sujets d'ailleurs qui sont pas pris en compte forcément par la réglementation. Enfin voilà, tout ce qui est confort d'usage, lien avec les usagers, lien avec le site, la biodiversité. Ces sujets-là, ils sont aussi très importants et on les traite pas aujourd'hui, mais il y a d'autres façons de les traiter. Et oui, les fenêtres, il y a plein d'autres impacts. Et la fonction première d'une fenêtre, c'est de pouvoir s'ouvrir et de voir une vue, et ça se comptabilise pas en carbone. Merci pour cette petite précision. Ça m'aurait étonné quand même qu'on n'ait pas une petite question sur cette fameuse slide où on voit la part des équipements et notamment des gaz fluorés. Est-ce que les chiffres que tu présentes sur cette slide, est-ce qu'ils comprennent uniquement la fabrication ou bien seulement l'usage ou les deux? C'est en fait c'est pas l'usage du système énergétique, mais ça va être son usure. En gros, ça va être le fait c'est tout ce qu'on considère comme le cycle de vie du matériau. Donc, le fait de le fabriquer, donc mettre les gaz fluorés dans les systèmes, les éventuelles fuites qu'il va y avoir, parce que ces gaz fluorés, en fait, ils sont extrêmement, ils ont un pouvoir réchauffant très très fort, bien plus fort que le CO2. Donc, des fuites même infimes vont avoir un impact assez important. Donc, on a des pertes au moment de la fabrication. Parfois, au moment de sa mise en service, au moment où on va peut-être faire des branchements, il peut y avoir des pertes. Pendant qu'on va le réparer, l'entretenir, et puis également en fin de vie, il n'est pas forcément bien récupéré et recyclé. Mais ça, peu importe son utilisation, même si on l'a utilisé de façon intense ou peu intense. Merci pour cet éclaircissement. Et pour finir, sauf s'il y a d'autres questions, Frédéric te demande si tu fais aussi ce genre d'intervention en présentiel, et il rappelle à juste titre qu'il est important de sensibiliser tout le monde, y compris les élus, mais aussi les DGS, les services techniques, et j'irais même encore un peu plus loin tous les acteurs de l'acte de construire, bien évidemment. Ben oui, d'ailleurs, j'ai vu quand même quelques participants dans la liste qui, je pense, m'ont déjà vu tenir exactement les mêmes propos ou presque à d'autres événements, parce que c'est pas du tout la première fois que je vous montre certains de ces graphiques. Donc, j'ai essayé de varier un petit peu, mais il y a des sujets forcément qui restent assez centraux, et on les a présentés déjà à plusieurs reprises
l'année dernière lorsqu'on avait organisé l'anniversaire de la RE 2020. Donc ça peut être des événements à destination de nos adhérents au sens large, et puis également sur demande, si ça vous intéresse, on peut échanger par mail sur le sujet. Super, et c'est ce que j'allais à peu près dire pour conclure cette partie. N'hésitez pas en tout cas à contacter Lola si vous avez besoin. On va vous mettre ses coordonnées dans le chat, et plus largement à contacter Novabuild si besoin sur ces sujets-là, et plus largement encore, comme le rappelle Emmanuel, tous les impacts sont liés, y compris celui de la biodiversité. On en est bien conscient. C'est bien pour ça qu'on travaille avec nos adhérents sur cette atteinte des objectifs qu'on a appelés A2BC, dans lesquels on retrouve aussi effectivement la question de la biodiversité, mais aussi la question de la préservation des ressources. Merci beaucoup Lola. Je vous propose de passer à la suite avec la présentation de l'outil Décarbone Plus avec Simon Davis qui va nous rejoindre dans un instant. Hop, bonjour Simon. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Je te mets ta présentation. Hop. Et je vais te laisser la parole pour introduire, on va dire, à la fois peut-être aussi ton équipe qui va te rejoindre au fur et à mesure de cette présentation, et introduire cet outil qui est Décarbone Plus. Ouais, voilà. Donc bonjour à toutes et tous, nous sommes véritablement ravis de vous présenter aujourd'hui l'application Décarbone Plus, dont le but principal est l'aide à la conception. Moi je suis directeur d'AIA Environnement, qui est le pôle d'expertise environnementale du groupe AIA, et j'aurai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Arnaud Guisa, qui est ingénieur éco-conception chez nous, et Maxime Avard, qui est notre pilote bas carbone, pour vous présenter plus en détail les composantes de cet outil. Alors, cet outil, c'est le fruit chez nous de 5 ans de travail, 5 ans de capitalisation sur les différentes études menées, et on aboutit aujourd'hui à une application qui est disponible à la fois sur ordinateur et sur mobile, comme c'est présenté dans cette slide. Si on passe à la slide suivante, hop, j'ai un petit souci de... Voilà. Les contextes et les enjeux, on ne pouvait pas rêver meilleure introduction parce qu'ils ont été présentés juste avant. L'objectif est bien entendu de suivre la question de la trajectoire nationale bas carbone et de se doter d'outils performants pour arriver à cet objectif. 2 enjeux clés quand on est sur le terrain liés à la réglementation environnementale 2020 et plus particulièrement l'indicateur IC Construction, c'est qu'on nous demande de plus en plus de nous engager en amont sur des niveaux et des seuils liés à la réglementation environnementale 2020. Vous connaissez les seuils 2022, 2025, 2028, 2031 qui sont de plus en plus ambitieux. Or, les analyses cycle de vie sont aujourd'hui des études de longue haleine qui nécessitent un degré de connaissance approfondi du projet, et sur les différentes solutions présentes sur le marché, on n'identifiait pas à l'époque de solutions permettant de faire cet engagement. Autre chose également, c'est qu'avec ces outils qui sont de plus en plus sophistiqués, ces outils qui sont de plus en plus détaillés, on perd parfois en interaction et en interactivité avec les acteurs. Nous, on cherche, avec Décarbone Plus, aujourd'hui, à retrouver la simplicité aussi qu'on avait, par exemple, en tant qu'ingénieur avec les ABAC, où on pouvait donner comme ça la réponse ou des ordres de grandeur tout de suite en réunion, et ainsi faciliter le processus de conception pour son appropriation par les acteurs. Voilà, si on passe juste sur la slide d'après. Alors, très simplement, Décarbone Plus aujourd'hui permet d'estimer l'impact carbone de la construction en amont de la conception, dès la première esquisse, d'agir plus rapidement en identifiant les leviers d'action et de mieux sensibiliser les parties prenantes du projet. On l'a vu juste avant, la réglementation environnementale 2020 peut être complexe à appréhender pour des usagers, on va dire, non techniques. C'est aussi un outil de médiation pour bien comprendre les ordres de grandeur et les paramètres clés de conception. Et donc, si on passe sur la slide d'après, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment remettre cette question de la conception bas carbone au centre à travers 6 paramètres clés
qui pourront être interrogées via l'outil, la question de la morphologie, et notamment l'indice de compacité du projet, qui est très importante, le choix qui peut se faire dès la première esquisse de scénario de mode constructif sur le projet, le degré d'ouverture des baies, le taux de vitrage est un indicateur important. Plus il y a de vitrage, généralement, plus ça induit des émissions. La question de la matérialité intérieure, le choix du second œuvre, qui a son impact également. Et enfin, les équipements techniques, qui pèsent, comme on l'a vu, de l'ordre de 40% de l'impact, et les aménagements extérieurs. Alors, comment on s'y prend pour actionner ces deux leviers alors qu'on n'a pas encore toutes les connaissances approfondies du projet? C'est présenté sur la slide d'après. On se sert finalement de plus d'une cinquantaine de projets qui ont été analysés, décortiqués et qui nous permettent d'extraire des ratios pertinents dès les phases amont de construction. Et donc, c'est avant tout un travail collectif qui représente un peu la diversité aussi des métiers AIA, où on a pu, par le biais notamment des économistes du groupe, regrouper dans une base de données assez impressionnante ces retours d'expérience et ces capitalisations sur les ordres de grandeur. Alors, si on passe à la slide suivante, qui peut utiliser cet outil? Ce qui est bien, c'est qu'il s'adresse véritablement à tous les acteurs de la conception, mais aussi les étudiants, pour évaluer et optimiser l'impact carbone du bâtiment en amont dès le démarrage de la conception. C'est un instrument de dialogue entre toutes les parties prenantes et il a été conçu comme tel. Si on passe à la slide suivante, quand est-ce qu'on utilise cet outil? Il s'utilise lors des premières phases de la conception et là, il y a vraiment, en termes de périmètre d'utilisation, c'est important de se dire que c'est vraiment un outil en phase de faisabilité et en phase d'esquisse pour accompagner les premières phases du projet. Ensuite, bien sûr, il y a les logiciels dans le commerce qui sont très bien faits, qui peuvent aller beaucoup plus loin sur ce volet, mais en tout cas, on peut fixer les ordres de grandeur et donner les bonnes orientations en amont. Et sur la slide d'après, sans transition, ça vaut 1000 discours, on va vous proposer une petite démonstration online de Décarbone Plus. Vous pouvez scanner le QR code dès à présent. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Là, prenez votre portable et scannez le QR code. C'est disponible et c'est gratuit. Alors, on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on partage gratuitement cet outil et surtout pourquoi est-ce qu'il est gratuit. Nous, le but et la vocation, c'était vraiment de partager nos ordres de grandeur, quitte à être contredit avec l'ensemble des acteurs, mais aussi avec les confrères, parce qu'on a besoin d'échanger plus sur ces sujets de l'empreinte carbone pour faire vivre nos retours d'expérience et que l'ensemble de la filière puisse s'agrémenter de ces échanges également. Donc, on dit souvent que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais là, ce qu'on attend plus à travers cette mise à disposition, c'est que vous soyez les protagonistes et n'hésitez pas à nous faire les retours pour améliorer. C'est un outil en amélioration continue. J'imagine que vous avez eu le temps de scanner le QR code. On va passer à une démonstration online. J'espère. Sinon, vous pouvez le scanner encore sur la petite icône, mais voilà. On va la laisser de toute façon à l'écran pour qu'elle puisse... pour que les gens puissent continuer à scanner au fur et à mesure. Je vais faire venir Arnaud. Et en attendant, on avait une petite question, Simon. Les demandes d'engagement des maîtres d'ouvrage se font logiquement très, très en amont, sauf erreur, pour valider un dossier de dépôt de PC. Il faut s'engager sur le respect des seuils de la RE 2020, incluant le carbone. Et comment on fait s'il n'y a aucun calcul qui a été opéré auparavant? Alors, effectivement, c'est une question pertinente qui est au cœur du développement de l'outil. Aujourd'hui, en phase de permis de construire, on doit avoir fait une analyse de cycle de vie du projet. On ne peut pas s'engager, en tout cas de manière manuscrite, sur le fait qu'on va respecter si on ne s'est pas donné déjà un ordre de grandeur. Et donc là, ce qu'on conseille, nous, c'est de faire appel à un outil détaillé, agrémenté RE 2020 pour le faire. La question que pose l'outil ici, c'est plutôt la question de l'amont, la question de la faisabilité, qu'elle soit technique, architecturale, financière du projet, où on va se fixer par exemple un objectif RE 2028 avec des seuils ambitieux. On va pouvoir, grâce à l'outil, se donner les bons ordres de grandeur et les bonnes orientations pour respecter cet objectif. Donc, c'est pas une analyse cycle de vie détaillée encore, mais elle permet de s'approcher des bons chiffres pour prendre les bonnes décisions en amont. Et que ce soit la morphologie, le taux de vitrage, ça impacte beaucoup sur l'image du projet, son architecture, et c'est important de remettre ces paramètres de conception au centre de l'approche bas carbone. Super, merci beaucoup Simon pour
pour cette introduction. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Arnaud, qui va nous faire une démonstration. C'est ça? Hop, on est en direct là, c'est ça? C'est ça. Merci Juliette. Merci Simon pour l'introduction. Donc moi je vais vous présenter comment s'opère une saisie sur l'outil qu'a brièvement présenté Simon. Donc attends, juste Arnaud, oui. Juste Arnaud, pour préciser, quand on flash le QR code, que je vous laisse, vous pouvez toujours le flasher, on arrive sur cette page-là, c'est ça? Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc en introduisant l'URL dans votre barre de recherche ou à partir du QR code, vous atterrissez sur cette page de garde. Cette page de garde reprend certains éléments qui ont été évoqués par Simon, donc à savoir le concept de Decarbone Plus, pourquoi il a été fait. Il est aussi possible d'accéder à partir de cette page de garde à un guide d'utilisateur qui va spécifier et concrétiser comment marchent vraiment toutes les fonctionnalités de l'outil. On y reviendra un peu plus tard. Un rappel sur les fonctionnalités, donc ça a déjà été évoqué. Et enfin, donc si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, un formulaire de contact qui vous permet de vous adresser à nous. Et donc, nous, on fait de notre mieux pour y répondre et pour faire évoluer l'outil en fonction des retours utilisateurs. Donc, comment ça se présente une fois qu'on veut faire une saisie, qu'on veut commencer à décarboner notre projet. Donc, on clique sur le bouton « Commencer à décarboner » et on arrive sur une page donc, qui est structurée de la façon suivante. Donc, on a sur le tiers à gauche un espace de saisie. C'est là qu'on va introduire l'ensemble de nos données. Donc, ces paramètres, en fait, vont faire varier le résultat et les graphiques qui sont sur les 2 tiers restants de la page. Donc, il y a plusieurs thématiques, en fait, qui doivent être saisies. Donc, là, c'est les données générales. On va aussi saisir des données sur la morphologie du bâtiment, sur son mode constructif, sur sa matérialité. Donc, je vais y revenir plus tard en détail sur le détail de chacun de ces onglets. Également sur le vitrage et finalement sur l'aménagement. Donc, tout ça, ça va faire varier en direct le résultat présent au milieu de la page. Et en fonction de 2 modes de calcul. Donc, tout à l'heure, Lola parlait du IC Construction. Donc, ça, c'est le mode de calcul RE2020 qu'on trouve en haut de la page. Mais il y a aussi un mode de calcul de type E plus et moins, donc pour ceux qui connaissent, qui permet de calculer l'impact carbone selon une autre méthodologie. Donc, ces 2 méthodologies, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Elles sont spécifiées et décrites dans le guide d'utilisateur que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i en haut à gauche. Si vous cliquez sur la maison, vous retournez au niveau de la page de garde. Donc, si on regarde plus concrètement les données, moi j'ai fait une première saisie. Une première saisie sur un de nos projets, donc c'est des bureaux en région parisienne. Et cette première saisie me montre que, déjà, avec les données que j'ai introduites, mon bâtiment, donc en phase amont, en APS, en esquisse, avec la conception actuelle, répond aux enjeux de la RE 2020. En tout cas, il répond au seuil 2022. On voit aussi par rapport aux autres seuils qui sont indiqués juste en bas que si mon projet devait répondre au seuil 2025-2028, celui-ci ne serait pas conforme réglementairement. Donc en fait, nous, ce qu'on va chercher, si on avait des objectifs à atteindre, typiquement le seuil 2025, c'est d'améliorer notre projet pour atteindre le seuil 2025.
Donc, comment ça se présente concrètement? Au niveau des données générales, donc il y a le nom du projet, il y a ce qu'on appelle la localisation. Donc ça, c'est un paramètre qui fait varier le seuil. Donc c'est un peu technique, c'est pour ça qu'on a mis une petite carte de la France juste à côté. Donc ça suffit pour savoir dans quelle zone on est. Donc ici on est à Paris, donc zone H1A. On choisit la typologie. Donc en fonction de la typologie, ça va venir requérir différentes données dans notre base. Et en fait, ça va venir changer l'impact, la quantité de matériaux qui est présent dans la quantité de matériaux qui est prise en compte dans le bilan de l'impact carbone. On va essayer de définir un peu plus les usages intérieurs. Donc ça va venir jouer sur le second œuvre. C'est le lot 7, le lot 5, si on est plus ou moins cloisonné. Dans notre cas, on était en open space. On va venir renseigner des surfaces programmatiques, donc typiquement la surface de parcelle et la surface utile. Dès qu'il y a des termes un peu techniques, on va essayer de spécifier ces termes-là avec des bulles d'information. Sinon, tout est repris dans le guide utilisateur, donc il ne faut vraiment pas hésiter à l'ouvrir pour voir comment ça marche et que veulent dire chacun des termes. Ici, en RE2020, dans la méthodologie RE2020, la surface utile représente grosso modo les surfaces chauffées à plus de 13 degrés. Et ensuite, on vient choisir, donc ça c'est aussi des données programmatiques, s'il y a des stationnements en extérieur, en souterrain, en superstructure. Donc ça va venir jouer sur le lot 2 ou sur le lot 3 en fonction du type de stationnement qu'on a et le nombre de places. Ensuite, pour prendre en compte l'ensemble du bâtiment, on va venir renseigner d'autres surfaces qui ne sont pas incluses dans la surface de plancher ou dans la surface utile. Donc, c'est typiquement tout ce qui concerne les surfaces extérieures, comme les balcons, les loggias, les coursives, et les locaux techniques, donc généralement plutôt situés en sous-sol, en infra. Encore une fois, il y a des bulles explicatives qui permettent de préciser quand on a estimé que c'était pas clair. Donc, si on passe à la partie morphologie, là, on va venir donner la forme à notre bâtiment. Et en fait, en fonction de la forme qu'on donne à notre bâtiment, celui-ci va développer plus ou moins de surface de façade, plus ou moins de matériaux en structure. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu proposer ce choix aux utilisateurs. Donc, on vient choisir la forme, le nombre de niveaux, la hauteur moyenne par niveau. Donc, ça aussi, pareil, ça va venir jouer sur la quantité de surface de façade. On va venir jouer sur l'épaisseur du bâtiment. Donc, on voit que ça joue également sur le lot 6. On va venir jouer sur la rugosité de la façade, c'est-à-dire s'il y a un épanelage au niveau du bâtiment qui va aussi induire une surface de façade plus conséquente par rapport à un bâtiment qui est plus lisse. Donc on peut venir introduire des creux de l'épanelage qui va venir en fait donc modifier les quantités et comme vous le voyez augmenter l'impact carbone pour une surface qui est initialement pour une surface utile qui est tout à fait identique. On peut aussi venir introduire des patios, donc là c'est pareil, on va venir créer de la surface de façade, donc plus de matériaux et un impact carbone plus élevé. Si on vient voir au niveau de l'onglet mode constructif, on a essayé d'être, et c'est un peu le concept global de l'outil, le plus ergonomique possible. Donc, on a essayé de regrouper plusieurs solutions
dans des catégories, on va dire, un peu plus générales, ce qui permet en fait d'être à l'outil d'être plus accessible, en fait, que ça soit adressé, comme disait Simon tout à l'heure, à un large panel d'acteurs dans notre secteur. Donc ici, pour les fondations, on va pouvoir choisir des fondations profondes, des fondations superficielles. Ça va venir jouer sur le lot 2, le lot fondation. Donc plus on a de quantité de béton, plus l'impact est important. On va venir choisir la matérialité de notre plancher. Donc ici, on a fait 5 catégories. Béton, mixte bois-béton, et en fonction de la catégorie, cela a plus ou moins d'impact. On peut venir choisir quel est sur quel pourcentage de la surface est présent la surface choisie. Donc on va faire ça aussi bien sur les planchers que sur la façade, que sur la toiture. Donc je passe ça un peu vite. On va pouvoir choisir aussi la typologie de nos ciments. Donc en fait, il y a plein de leviers comme ça qui nous permettent de décarboner notre bâtiment et de savoir et de réduire notre impact total pour donc atteindre les seuils visés. Et donc ça va être pareil pour les matérialités. On a fait des menus pour les façades. On peut choisir des façades en métal, des façades en bois. Ça va venir jouer sur le lot 6, encore une fois. On peut aussi venir choisir des menus pour les isolants. Donc ça prend en compte les isolants en toiture, en façade, en sous-face de dalle. Et donc en fonction de l'empreinte qu'on choisit, une empreinte élevée, on indique un menu, un choix standard qu'on a fait pour les isolants en fonction de leur localisation, en fonction de leur impact carbone, mais toujours pour les isolants, par exemple, à un R constant. Idem pour les revêtements intérieurs, avec une empreinte élevée, empreinte standard, empreinte réduite, ça va venir jouer sur le lot 5 et le lot 7. Et encore pareil pour les cloisons et les peintures, c'est le même fonctionnement. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu le principe de l'outil. On n'aura pas le temps, bien sûr, de faire l'ensemble des familles. Il y a aussi, par exemple, le taux de vitrage que vous pouvez renseigner. Là, on vous propose de passer directement un peu à un cas d'application pour montrer voilà, comment ça peut être utilisé vraiment dans le processus de conception du projet et quels résultats ça peut faire avec la présentation de Maxime. Merci beaucoup, Arnaud. Ouais, je me suis étalé un peu. Et juste dire qu'il y a une fonction enregistrée qui permet de sauvegarder les résultats et de les retrouver. Ah oui, c'est important ça. Ouais. Et que justement, quand on est obligé de s'arrêter en cours de route, on peut reprendre après, par la suite, ça pose pas de soucis. En tout cas, je pense qu'on aura bien compris que c'est extrêmement intuitif, très ergonomique et très simple d'accès, puisque j'avoue, j'en ai profité, je me suis connectée pour aller regarder en même temps. Et donc, effectivement, maintenant, tout de suite, je vous propose de laisser la parole à Maxime qui va nous présenter un retour d'expérience assez brièvement. Et puis, on prendra quelques questions-réponses à suivre. À toi, Maxime. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Pardon. Impeccable. Je supposais que oui, vu que j'ai lu sur tes lèvres. Du coup, oui, rapidement, merci Simon et Arnaud pour la présentation de l'outil. Vous l'aurez compris, donc cet outil, c'est vraiment un outil pédagogique, didactique, et qui est là pour sensibiliser un maximum les parties prenantes d'un projet. Vous l'aurez compris également que plus on va intervenir tôt dans le processus de conception, plus on pourra activer des leviers d'action qui sont pertinents. Donc plus on va intégrer le processus de conception dès les phases esquisses, plus on va pouvoir travailler cette question de la morphologie. Et donc effectivement, travailler la question de la morphologie, c'est déjà réduire énormément un bilan carbone, sans parler déjà de la matérialité. Donc il faut bien avoir ça en tête,
que à chaque étape du processus de conception, on arrête à un certain moment des choix, mais ces choix-là, en amont, ils peuvent être questionnés et vraiment bénéficier de leviers d'action qui sont très très pertinents. Et donc moi je suis très heureux de vous présenter un projet d'études concret sur lequel on a utilisé des Carbone Plus, et je vous invite du coup à me suivre dans la magnifique ville de Pau. Donc, le projet, en quoi il consiste? Il consiste en la création de 2 îlots. Donc, un îlot 1, comme vous pouvez l'apercevoir donc sur les images, qui regroupe des fonctionnalités suivantes. Donc, du commerce en rez-de-chaussée, RDC, enfin rez-de-chaussée et R+1. Et les étages supérieurs, c'est du logement et donc de la résidence étudiante, avec une certaine forme de densité de logement au mètre carré assez importante. Et l'îlot 2, lui, a à peu près la même structure, sauf qu'en partie supérieure, on n'a pas de logement, mais des bureaux. Voilà. Pour vous présenter rapidement un petit peu les parties prenantes du projet, donc la maîtrise d'ouvrage chez Pau Béarn Habitat. On était accompagné d'une agence d'architecture qui est l'agence Kobe, et nous, Aya, on était plutôt sur la partie donc ingénierie et environnementale du projet. Les objectifs environnementaux de ce projet sont arrivés assez tardivement en fait dans le projet, puisque tout a été déclenché par le fait que on pouvait prétendre à des subventions en fait en justifiant certaines ambitions environnementales pour justement le financement de la partie logement et le financement de la partie bureau. Donc ces objectifs environnementaux étaient les suivants, c'est-à-dire qu'il fallait pour avoir cette obtention de subvention, il fallait donc justifier d'un niveau BBC et Finergie, mais également d'un niveau donc E3 C2, donc un niveau assez ambitieux en termes de carbone qui nécessitait donc un accompagnement et en tout cas d'estimer assez rapidement le poids carbone de nos bâtiments. Voilà. Dans la forme finale du projet, les systèmes constructifs et matérialités qui ont été retenus sont les suivants. On a utilisé donc un béton moins carboné pour tout ce qui va être ossature, plancher, structure, poteau-poutre. On a intégré du bardage et du châssis bois donc pour toutes les façades. On est en mur à ossature bois sur le projet avec du bois français et du bois bordelais. Pour être précis, avec une intégration d'un isolant biosourcé de type laine de bois donc sur ce projet-là, et en toiture, on a une toiture végétalisée. Mais avant d'arriver déjà à ces matériaux-là, ce système constructif, on a dû partir d'une base. Et comme le dit si bien Simon, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Et donc, c'est pour ça que nous avons réaliser le diagnostic d'une situation initiale, qui est le projet donc dans son état actuel au moment où on a intégré le processus de conception. Et c'est vrai que dans cette situation initiale, ce qui nous a le plus contraint, c'est notre arrivée assez tardive dans cette équipe de conception. Comme je vous le disais, les enjeux environnementaux ont été, on va dire, fléchés à un moment assez tardif donc de la conception. Et donc c'est vrai que nous, à cette arrivée-là en fin d'APS, il fallait qu'on soit réactif et qu'on propose des leviers d'action pertinents pour pouvoir répondre à ces objectifs environnementaux qui ne sont pas négligeables puisque l'atteinte du C2 était assez contraignante. Donc voilà la situation initiale. Donc on a réalisé un premier diagnostic carbone de ce. Là je me focalise exclusivement sur la partie logement. Le même travail a été fait sur la partie bureau, mais là je vous présente les résultats du logement. Donc un travail de diagnostic carbone a été réalisé donc en fin d'APS sur la partie logement. Pour information, le projet initial était plutôt carboné et représentatif d'un système constructif plutôt standard de ce type de bâtiment, de cette type de typologie. Donc on voyait que effectivement les postes les plus prépondérants c'était la superstructure, les façades, les lots techniques, mais également aussi l'aménagement de seconde œuvre. Et que à ce stade-là, en fin d'APS, nous n'atteignions pas les objectifs qui était de viser le carbone 2.
Et donc concrètement, comment on a utilisé Décarbone Plus pour pouvoir rentrer dans cet objectif? Eh ben, on a utilisé Décarbone Plus sous une méthode itérative, c'est-à-dire que là, on a saisi plusieurs variantes et confronté plusieurs variantes et proposé plusieurs variantes à l'équipe de conception. Et ça s'est fait dans un délai extrêmement court. Donc, vous voyez qu'entre la fin d'APS et le début d'APD, on a largement optimisé certains postes que je vais vous présenter juste après, dans le but de sécuriser un premier résultat et de sécuriser un niveau à atteindre pour prétendre à ces subventions. Voilà. Donc effectivement, projet initial plutôt carboné, en dehors de nos objectifs, donc avec un poids carbone de 778 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Première optimisation qu'on a proposée, c'est une optimisation de la structure. Il faut savoir que comme, du coup, je vous le disais, on est arrivé assez tardivement dans ce processus de conception. La structure béton était déjà plus ou moins figée. On avait déjà des descentes de charge, on avait déjà une répartition des poteaux. Et donc, il fallait essayer de s'adapter au maximum avec le travail qui avait déjà été réalisé. Donc là, nous, on a proposé effectivement l'utilisation d'un béton moins carboné, de pouvoir retravailler cette façade en proposant des murs à ossature bois non porteurs. Donc là, on est vraiment sur du remplissage de façade. Et c'est vrai que rien que cette proposition de matérialité et ce changement de système constructif, cet allègement du système constructif, nous a permis en fait de réduire de moins 69 kg de CO2 sur ce lot superstructure. Donc effectivement, là déjà, on avait fait un premier gap pour rentrer dans nos objectifs. Deuxième gap opéré, deuxième optimisation opérée, ça a été de travailler un peu l'enveloppe. Et effectivement, sur ce projet-là, on était vitré quand même, il me semble, à 45% avec des grands châssis. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de retravailler peut-être un petit peu la taille de ces châssis pour pouvoir réduire un peu notre taux de vitrage et du coup optimiser le poids carbone de ces façades. Ensuite, s'est posé la question de la matérialité. Donc, nous avons passé effectivement les châssis à la base PVC en châssis bois. Ensuite, après, on a opéré des protections solaires plutôt manuelles que motorisées. Et enfin, on a retravaillé le bardage qui était prévu initialement en enduit en proposant une matérialité plutôt biosourcée. Voilà, et de cette deuxième optimisation, c'est vrai que le gain opéré est pareil de moins 62 kg, donc non négligeable. Et on voit que en ayant été assez réactif et en ayant accompagné chaque partie prenante du projet, main dans la main, nous avons pu faire ces éco-conceptions, en tout cas cette éco-conception, en intégrant vraiment toute l'ingénierie et l'architecture de ce projet-là. Et enfin, dernier levier d'action qu'on a optimisé, ça va être après de travailler tout ce qui va être seconde œuvre et donc de travailler la matérialité du doublage. Sur ce projet-là aussi, on a pris le parti de supprimer tous les faux plafonds des chambres étudiantes sur la partie logement. Voilà, et de laisser justement apparaître ce matériau brut qu'est le béton. Voilà, et donc c'est vrai que de ce constat-là, en fait, et de toutes ces optimisations-là, on a réussi à rentrer dans notre objectif et donc de justifier, en tout cas par l'utilisation de Décarbone Plus à un stade APD, donc d'atteindre les 626 kg de CO2, de rentrer dans l'objectif du carbone 2. Et donc concrètement, comment on a utilisé Décarbone Plus et ce que nous a permis Décarbone Plus sur ces phases de conception très en amont, c'est surtout d'instaurer le dialogue. Comme le disait Simon, comme le disait Arnaud, c'est un outil qui se veut très pédagogique et donc c'est vrai que c'est un outil qu'on emmène partout avec nous en réunion de conception pour montrer les variantes en temps direct et voir les gains carbone associés. Ça permet de sensibiliser aussi les acteurs sur tous les ordres de grandeur et aussi de sensibiliser sur les objectifs environnementaux. Viser un niveau carbone 2, c'est pas anodin. Viser une performance RE28, c'est pas anodin. Voilà, et donc de sensibiliser sur la difficulté aussi d'atteindre ces objectifs, ça permet aussi d'intégrer toutes les parties prenantes au projet. Et enfin, voilà, je voulais présenter, proposer des variantes de conception et de surtout sécuriser en fait un résultat à travers une première estimation.
Mais attention, Décarbone Plus, ce n'est pas un outil qui se substitue à l'analyse du cycle de vie, c'est un outil qui accompagne les phases amont. Et donc, dès lors qu'on a des objectifs qui sont très contraints et très ambitieux, on a besoin de sécuriser ensuite les résultats. Et cette sécurisation est obligatoirement faite par un calcul en ACV, par des logiciels qui sont qui sont agréés par les différents référentiels. Merci beaucoup, Maxime. Je termine vite fait, Juliette, il y en a pour 5 minutes. Juste pour vous dire que quand on recompare nos ACV qu'on a fait en livraison sur la partie E plus et moins ou sur la partie RE2020 et qu'on les compare à notre estimation de Décarbone Plus qui a été faite en APD, on voit qu'on a une certaine marge d'erreur, effectivement. Dans notre cahier des charges, on s'était fixé cette marge d'erreur de 5%. Aujourd'hui, on est content de présenter les résultats qui sont effectivement en dessous de cette marge d'erreur. Et il faut savoir que dans cette marge d'erreur, même si on est très très proche des 5%, il y a aussi tout le fait que entre un calcul qu'on mène en APD et un calcul qu'on fait en livraison, il y a quand même un certain nombre de temps qui se déroule et que les FDES ou les données environnementales peuvent être mises à jour. Et c'est pour ça que cette marge d'erreur peut s'expliquer et peut être aussi importante. Mais normalement, on est plus autour des 3%. Voilà un petit peu. Aussi importante, je trouve que déjà 5%, c'est déjà bien. Merci beaucoup, Maxime, et ça fait la transition effectivement avec un certain nombre de questions auxquelles Simon a déjà commencé à apporter des réponses au sujet des FDES. Donc effectivement, les sources, vous les retrouverez dans le guide utilisateur en annexe. Vous utilisez majoritairement, de façon prioritaire, les fiches plutôt collectives plutôt que les fiches individuelles des fournisseurs, et donc des mises à jour qui sont faites régulièrement, comme tu viens de l'expliquer très bien, Maxime. Il y avait quelques questions néanmoins. Alors pour Arnaud, peut-être sur la démonstration du logiciel, on voit au tout début qu'on est sur l'onglet général, on n'a que 3 typologies: logement, co, bureau et tout ce qui va être scolaire, si je dis pas de bêtises de mémoire. Est-ce que c'est prévu de développer pour d'autres typologies, notamment pour la maison individuelle, ou est-ce que on se raccroche plus ou moins en se disant c'est du logement, même si c'est du logement individuel, hop, on va se raccrocher sur cette catégorie-là? Comment est-ce que ça se passe? Arnaud, peut-être? Oui, à moins que tu veuilles répondre, Simon. Non, en fait, aujourd'hui, les typologies, quelque part, qui sont proposées, bien sûr qu'on a derrière la tête d'élargir ce champ-là, de typologie. On parle de la maison individuelle, on parle des établissements de santé aussi, qui nous intéressent, bien sûr, beaucoup. Et mais par contre, effectivement, on n'a pas encore de calendrier pour ces nouvelles typologies, mais ça fait partie des objectifs. Ok, toujours sur cette question du logiciel, est-ce que la question de la mitoyenneté des bâtiments, à un moment donné, on peut la saisir ou pas? Parce que c'est vrai que quand on a sur cette partie volume, on ne voit pas s'ils peuvent être collés ou pas. Arnaud? Alors, pour la mitoyenneté, nous, on travaille sur un volume bâtimentaire précis. Donc, en fait, si les usages sont différents entre différents bâtiments, il n'y a pas encore la fonctionnalité des Décarbone Plus qui permet de faire un calcul sur une enveloppe continue. Donc, comme dit Simon, il y a certaines typologies qui sont en cours d'études, de développement au sein de l'outil, et c'est pareil pour des fonctionnalités comme celle-là qui vont permettre à terme de prendre en compte des usages différents au sein d'une même enveloppe. Mais la proposition est pertinente parce que c'est vrai que c'est un cas de figure qui peut arriver. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, si vous êtes sur un bâtiment mitoyen, sans doute que le résultat du calcul qui est donné est un peu conservatif, est un peu supérieur. C'est bien de le savoir dans ce sens-là. Effectivement, on retient la piste de développement pour la suite. Ouais, intéressant. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur l'intégration, ou en tout cas sur l'impact. Quel est l'impact des planchers poutrelles ou prédales qui sont rencontrés de plus en plus fréquemment? Et est-ce que vous avez prévu prochainement de les intégrer? En fait, oui, dans la version bêta qu'on teste, nous, là, en ce moment, on a déjà intégré certains de ces planchers-là.
Aujourd'hui, voilà, avant de le mettre sur la version grand public, là, il faut qu'on consolide tout ça, mais effectivement, tout ce qui est dalle bébé, tout ce qui est poutre alourdie, etc. C'est des familles qui sont intéressantes. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Maxime. Non, mais je te rejoins, c'est-à-dire qu'en fait, on a plein de sujets de développement qui sont effectivement dans notre banette. L'objectif, c'est de pouvoir tous les proposer et assez rapidement pour répondre à tous les besoins. Effectivement, ça concerne l'exhaustivité des systèmes constructifs, l'exhaustivité de la matérialité, ces cas un peu spécifiques de mitoyenneté. Voilà, et donc effectivement, on a bien conscience aujourd'hui que l'outil il n'est pas exhaustif. C'est un outil qui est toujours en cours de développement. C'est un outil bêta qu'on vous propose depuis, qui est en ligne que depuis septembre, donc qui est en même temps très récent, mais en même temps très vieux dans notre développement. Et donc tous ces sujets-là, effectivement, merci de nous les faire remonter. On est très preneurs de vos remarques pour justement le développer et les intégrer. Super. Alors après, là, je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Il y avait des questions plutôt liées, en fait, on va dire, à l'intégration des matériaux biosourcés de manière un peu générale, que ce soit la paille, la terre crue, c'est revenu à plusieurs reprises. Moi, ce que j'ai noté quand même, c'est en allant se promener un peu sur l'outil, c'est que notamment quand on peut choisir les matériaux, il y a cette histoire d'empreinte optimisée. On voit que là, vous donnez en exemple en dessous justement des situations avec prise en compte des matériaux biosourcés. C'est à cet endroit-là. Oui, alors en fait aujourd'hui, comme l'a dit Maxime, on ne pouvait pas représenter toute l'exhaustivité des produits et proposés par les industriels qui font preuve toujours plus d'inventivité et sur l'innovation. Donc on a choisi aujourd'hui plutôt de le représenter de manière moyennée en fonction du degré d'effort à fournir, tout simplement dans la conception. Et donc là, on donne dans les menus des exemples de combinaisons possibles sur ces familles-là. Mais bien sûr, à charge à chacun, dans le cadre de son projet, de trouver une combinaison qui s'approche de ce budget carbone-là, avec voilà toute son inventivité, toute sa virtuosité là-dessus, quoi. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des nouveaux produits, des nouvelles FDES qui sortent tous les jours. C'est l'une des difficultés. Là, ce sera juste la tendance sur l'effort que vous devez mettre sur cette famille-là. Et ça, c'est important de le noter aussi, et qui fait la différence avec d'autres logiciels beaucoup plus détaillés de conception. Exactement. Allez, une dernière question et puis on en restera là. Pour les FDES béton, qui représentent forcément une part importante dans les projets, vous indiquiez FDES d'après rétexte du groupe AIA. Est-ce que ça correspond à un paramétrage que vous auriez effectué sur Betty? Alors Betty, pour info, c'est le configurateur pour les éléments béton, avec un webinaire prochainement aussi. En fait, ce rétexte est plus global, c'est-à-dire qu'effectivement, on a pris les données collectives d'un configurateur Betty pour balayer un maximum de béton. Mais on a questionné aussi tous les principaux cimentiers et ça a fait partie d'un groupe de travail nous en interne de mieux cerner l'impact de certaines formulations de béton et de mieux les appréhender pour pouvoir proposer des facteurs d'émission qui soient le plus vraisemblables possible. Donc oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a le mot rétexte de AIA dans ce guide utilisateur, c'est qu'il y a l'utilisation de l'outil Betty, ça c'est sûr, et il y a aussi l'accompagnement des différents cimentiers, de plusieurs cimentiers de France pour justement comprendre quels sont les impacts en fonction de leur formulation et de pouvoir les proposer. Oui, sur la partie gros œuvre, ça c'était une difficulté dans le développement de l'outil parce qu'on voulait vraiment aussi s'appuyer sur l'expertise des ingénieurs structures et sur les retours d'expérience des cimentiers, parce que d'une typologie à l'autre, on a effectivement des ratios de mètres cubes par mètre carré, mais aussi de formulations qui peuvent être très très différenciées, quoi. On a essayé de traduire cette complexité le mieux possible. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci à Lola et à l'équipe AIA Environnement pour cette intervention. Et si ça vous a plu, c'est vrai que Soisig nous le faire marquer dans le chat d'Atlancad. Il y aura une petite session, si vous voulez en savoir plus. Le 19 mars, Atlancad organise une matinée dédiée à l'éco-conception et aux outils
aussi, plutôt en lien avec les questions de BIM. Et il y aura une intervention de Pierre-Yves Legrand de Novabuild. Il y aura la présentation de l'outil Décarbone Plus. Et puis, il y aura aussi un retour d'expérience ainsi que une intervention sur la question d'adaptation et de résilience. Voilà, je vous mets le lien si ça vous intéresse dans le chat. Hop. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon appétit à toutes et tous, ainsi qu'un bon week-end avec un peu d'avance. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.